Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat, porte de Versailles à Paris, Batimat 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler de deux retours d'expérience en construction hors site. Mais vous allez voir, ils sont vraiment très différents et c'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec ces méthodes. Pour en parler avec moi, monsieur Marc Domas. Marc, bonjour. Bonjour, enchanté. Marc, vous êtes le directeur général de la promotion et des services chez GA Smart Building. Et rappelez-moi rapidement qui est GA Smart Building. GA Smart Building, c'est un groupe qui fêtera l'an prochain ses 150 ans. Donc on est les héritiers d'une longue dynastie d'entrepreneurs. Et on est un groupe français qui a 9 usines de fabrication hors site sur le territoire, des entreprises de construction et des promoteurs. Et uniquement de la construction hors site. Uniquement de la construction hors site, 100% de construction hors site. Voilà, un pionnier. À côté de vous, Emmanuel Deschlette, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes l'une des associées de Deschlette Architecture avec votre frère, c'est ça? Oui, c'est ça. Deschlette Architecture, ça représente quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, donc là, ça fait 6 ans à peu près qu'on travaille ensemble avec mon frère. Et on travaille principalement dans le logement. Au départ, voilà, on a commencé par des rénovations d'appartements, puis des maisons, puis des logements sociaux et aussi des logements pour voilà, le parcours d'une jeune agence d'architecture. Voilà, c'est ça. Et donc, on va commencer avec vous. Vous venez de livrer un bâtiment de logement à Boulogne-Billancourt qui a une particularité qui est en terre porteuse, c'est ça? Alors, avant, oui, alors elle se porte elle-même, elle porte la façade. Oui. Il n'y a pas d'autres éléments structurants dans la façade. En revanche, elle ne porte pas les planchers bois. D'accord. Parce que ici, ça ne valait pas forcément d'intérêt puisqu'on porte de mitoyen à mitoyen. En fait, la parcelle est plus profonde que large. Donc voilà. D'accord. Mais on y reviendra un petit peu plus dans la technique tout à l'heure. Ce que je voudrais savoir, d'abord, avant même de parler de terre, c'est le projet, comment vous l'avez abordé ici, là où il se trouve. Quelle est votre approche d'architecte? Alors, il faut savoir qu'en fait, avant de concourir pour ce projet, on était en train de réaliser une maison individuelle dans le 18e à Paris, également en façade en terre crue. Sauf que là, nous étions à la différence d'ici, la façade a été faite entièrement à la main et sur site. Donc c'était pas du tout la même façon. Pas du tout la même approche. Pas du tout la même approche et pas du tout la même temporalité, ni le même coût. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de trouver des solutions, des nouvelles solutions pour pouvoir aborder le sujet de la terre dans un logement social, en fait, dans des logements sociaux. Dans les logements sociaux. On a combien de logements Là, on a 8 logements sociaux. C'est des T1 bis. Ils sont tous traversants avec un espace extérieur de l'autre côté, en cœur d'îlot. Et il y a un petit commerce aussi au rez-de-chaussée. Commerce au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est en terre également? Il est en pierre massive. Pierre massive. Alors là, c'est aussi comment on a appris et adapté notre technique entre le premier projet et le deuxième projet. C'est-à-dire que la règle assez simple pour utiliser la terre, c'est de toujours avoir un bon soubassement et de bien protéger. Comme dit les terreux. Bon pied, bonne botte. Bonne botte casquette, bonne botte. Je ne sais plus ce qu'ils disent, les gens. Des bonnes bottes et un bon chapeau. Voilà. C'est à peu près chapeau. Les deux choses les plus importantes qu'on doit savoir quand on construit en terre. Et il se trouve qu'ici, contrairement à la maison, on n'était plus du tout sur la même interface urbaine. On est sur une place de marché, alors que le premier projet, on était sur une petite rue pavée de maisons individuelles. Et en fait aussi, pour pouvoir passer en bloc préfabriqué, il fallait qu'on se libère des contraintes du rez-de-chaussée, c'est-à-dire toutes les réservations électriques pour l'interphone. Donc on s'est libéré de ça. On s'est libéré aussi des potentielles dégradations. Par exemple, sur la première maison, il y a quelqu'un qui avait tagué sur la maison, sur la terre. Donc voilà, donc là, ils pourront taguer toujours, mais sur de la pierre. Sur de la pierre, plus facile à nettoyer, quoique... Non, je pense que c'est plus facile la terre. Mais on risque de perdre un peu cet effet de strate qui est très joli, parce qu'on vient rajouter de la terre. Mais voilà, en tout cas, c'est ce bloc, c'est aussi ce soubassement en pierre massive qui nous a permis de faire ces blocs préfabriqués. Quand vous parlez, vous commencez à parler... Est-ce que le projet, c'était une commande, on va dire, du maître d'ouvrage? D'ailleurs, vous fera nous dire qui est le maître d'ouvrage. Est-ce que c'est une commande du maître d'ouvrage? Vous allez nous faire un bâtiment en terre, ou est-ce que c'est vous qui leur apportez le bâtiment en terre crue? Alors, en fait, c'était un concours avec SOPH Seine-Ouest Habitat. Oui. Et en fait, à l'époque, on avait
quasiment qu'une référence, qui était une référence en terre crue. Donc on s'est dit, s'ils ont retenu notre candidature, Autant y aller. bah ouais, autant y aller, quoi. Donc on a proposé un projet en terre crue, mais je pense qu'il était aussi très bien réalisé et ça leur a beaucoup plu. Le fait de laisser la terre crue apparente, de ne pas la protéger, est-ce que ça a été un souci pour eux aussi et un souci pour vous? Parce que comme ça, a priori, ça paraît pas évident. Sûrement pas. Aujourd'hui, c'est politique, la terre crue. On aime que ça se voit, on aime l'aspect très évocateur de son aspect esthétique. Mais aussi, je pense que c'est un des seuls matériaux biosourcés qui se voit. Et donc, je pense qu'à partir de là, c'est assez politique de construire en terre crue. Parce que différemment de la paille ou du chanvre, ça va décarboner les constructions, mais on ne va pas le voir. Donc je pense que ça, au contraire, ça plaît. Bon, ça c'est plus pour l'aspect politique. Après, pour l'aspect entretien, au contraire, il faut que la terre, elle respire, il faut que la terre, elle vive. Il ne faut pas essayer de la contraindre. On aurait pu imaginer, par exemple, un enduit tout à fait compatible. Le fait de pas, parce que sur les bâtiments en terre crue, en pisé, par exemple, dans la région de Rhône-Alpes, ils sont enduits. Bah, alors, l'idéal absolu, ce serait enfin, tout dépend de comment on voit les choses, mais ce qui aurait été encore plus intéressant, en tout cas pour la thermie du bâtiment, c'est de l'isoler vers l'extérieur. On se serait caché de la terre, mais là, on profiterait d'autant plus de l'inertie et d'autant plus de l'isolation de la façade. Donc ça aurait été intéressant. Mais après, l'aspect du pisé, l'aspect de ces strates horizontales, ça donne une écriture beaucoup plus profonde, enfin voilà, beaucoup plus intéressante, je pense, que l'enduit terre. Alors, il y a une particularité du projet, c'est qu'on est en préfabrication, ce qu'on peut appeler construction hors site avec de la terre crue. Comment on fait et comment vous en arrivez là? Comment vous choisissez, comment vous vous dites, bon, bah, finalement, on ne va pas faire des banches, on part sur de la préfa? Alors, plusieurs raisons. Je pense il y a deux raisons aussi importantes l'une que l'autre. C'était l'aspect financier et la temporalité du projet. Par exemple, sur le premier projet, nous étions donc en pisé sur site. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour faire un étage, on mettait à peu près 2 mois. Ça veut dire qu'il y avait un mois coffrage pisage et un mois de séchage. Alors que là, on est à quasiment une semaine par niveau. Donc déjà en termes de temps, le premier, on pouvait se permettre ça parce que c'était une commande privée. Mais là, dans un cas de logement social, on ne peut pas se permettre cette temporalité-là. Et puis, ça nous permettait aussi de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre, en fait. Vous vouliez réagir, Marc? Oui, je m'interroge à la façon dont vous avez développé le projet, éventuellement en amont avec les entreprises du hors-site, parce que un des sujets, c'est d'aller travailler très vite et le plus tôt possible avec les entreprises de hors-site. Voilà, comment vous y êtes pris sur le bois, sur la terre, sur ces différents sujets? C'est-à-dire Est-ce que, par exemple, vous avez dessiné votre permis en ayant déjà travaillé avec des entreprises? Parce que dans la capacité de l'entreprise à faire des blocs, en fait, ça vous a imposé, entre guillemets, ou en tout cas guidé, on va dire, si ce n'est pas imposé, sur le dessin architectural de la façade. Ça a pu aussi vous guider sur le système structurel intérieur, ce genre de sujet. Je pense que déjà, on avait appris beaucoup sur le projet de la maison, qui en fait est assez similaire à celui-là, même si ce n'est pas du tout le même contexte. Mais on est aussi en structure bois, on est aussi en pisé avec une façade autoportante, donc on avait déjà appris pas mal. On a aussi réutilisé certaines choses qu'on avait compris avec les BET terre du premier projet. Et ensuite, de toute façon, les blocs préfabriqués, ils ont mis à peu près 3 mois. Ça demandait 3 mois de séchage avant qu'ils puissent être posés. Donc, on avait largement le temps, je dirais, de commencer notre chantier, les fondations. Mais le fait que ce soit préfabriqué, vous l'aviez intégré en amont dans la conception du projet? Pour le permis, je ne suis pas certaine, non. Mais après, oui. En fait, on souhaitait déjà passer en préfabriqué, oui. Les blocs préfabriqués viennent d'où? Qui est-ce qui les a fabriqués? Parce qu'il y a aussi une particularité, c'est-à-dire que vous avez un préfabricant et un poseur. Oui. Ça, c'est aussi, je pense, une belle étape pour le domaine de la terre crue. C'est d'arriver à faire connaître cette technique-là auprès d'entreprises générales.
Parce que plus il y aura de monde qui connaît cette matière, qui sait la poser, plus on arrivera à la rendre accessible financièrement plus largement dans beaucoup de projets. Et je pense que ce projet, il démontre ça aussi bien par cette technique et le fait qu'on ait réussi à passer par une entreprise générale, ce qui a aussi fait baisser les coûts, et le fait de pouvoir amener la terre dans un dans un programme de logement social. Le préfabricant, c'est Thériault, c'est ça? Alors oui, pardon. Le fabricant, c'est Thériault. Donc c'est une jeune entreprise de la région lyonnaise qui a réalisé ces blocs de préfabriqués aussi dans la région lyonnaise. Donc la terre vient des environs de Lyon, contrairement à la première maison qui vient de Beauvais, au plus proche de Paris. Voilà, la difficulté, c'était de trouver les compétences sur la région parisienne qui n'existent pas encore. Tout à fait. Et surtout, ce qui est amusant, je parle toujours de cette relation avec le premier projet parce que c'est en l'inscrivant dans l'évolution de nos 3 projets terre que c'est intéressant de comprendre les comparaisons. Mais entre le premier projet et le deuxième projet, je pense qu'il y a eu à peu près 5 ans entre les deux. Et on a vu une différence déjà énorme. Le premier projet, on a vraiment mis du temps à trouver quelqu'un, un artisan qui serait d'accord pour venir à Paris, pour faire le projet. Enfin, c'était pas simple. Le deuxième non plus, c'était pas simple. Mais déjà, on sentait que la filière, elle commençait à se développer un peu plus. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, l'entreprise générale, qui était Je vous pose une colle, je vais la retrouver, je le dirai tout à l'heure. je le sais en plus. STM. D'accord. C'est pas grave, on va la retrouver sans souci. On a fait un bon tour d'horizon. C'est sur les problématiques qui se posent pour vous en tant qu'architecte. Donc, travailler avec ce type de méthodologie, avec ce type de matériaux, est-ce que ça vous impose de travailler différemment? Alors, oui. C'est une très bonne question. C'est qu'en fait, travailler avec les matériaux biosourcés de manière générale, c'est vraiment c'est un changement de paradigme pour construire une façade. Une façade, c'est un peu l'interface, qu'est-ce qu'on veut raconter de notre bâtiment. Et on ne peut pas du tout moduler ou travailler ces matériaux comme on pourrait travailler du béton avec des joints creux. Voilà. Il faut qu'on évite toute stagnation d'eau, donc toutes les parties verticales, on va dire. C'est vrai que dans les 2 bâtiments, on voulait travailler cet aspect monolithique. C'est pour ça qu'on a travaillé avec des linteaux métalliques très fins, avec cette finesse structurelle. Mais déjà sur ce 2e bâtiment, on voulait explorer un moyen d'expression dans la terre crue. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ces biais qui sont verticaux, donc qui ne posent pas de problème particulier sur la réaction à l'eau. Et en fait, c'est ces biais qu'on a ouverts depuis l'orientation sud permettaient d'amener la lumière naturelle et parce qu'on a des murs très épais. Voilà, et de travailler cette épaisseur de terre. Merci. On va partir à Toulouse avec Géa. On est sur une autre échelle. Expliquez-nous, parlez-nous de Niwa. Alors, Niwa, c'est effectivement notre siège qu'on a livré en début d'année. C'est le fruit, on le voit en photo, c'est le fruit d'une réflexion qui a été entamée il y a presque 5 ans maintenant et qui visait à établir un nouveau standard en matière de production d'immeubles de bureaux, démonstrateur de notre savoir-faire GA et démonstrateur de ce que peut faire le hors-site en matière d'immobilier de bureau. Donc on y a intégré toutes nos innovations, toutes nos productions bien sûr, mais aussi toutes nos innovations. On a permis de tester beaucoup de choses. Donc, juste pendant qu'on voit la façade, on voit des façades en bois et des façades en alu. Donc, dans le groupe GA, il y a 9 usines réparties sur le territoire français. Des usines qui font du béton bas carbone. Donc, le fait de faire le béton en usine permet de faire du bas carbone, là où sur site, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Des usines d'ossature bois. Et de modules 2D et 3D, des usines de façade alu qu'on voit ici aussi, et des usines de modules de traitement d'air qui intègrent des pompes à chaleur en façade. On pourra en parler plus en détail. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble des éléments que vous fabriquez. Ouais, tout ce qu'on voit ici est fabriqué à 99% dans nos usines, ici et à l'intérieur. Donc c'est vraiment un manifeste pour GA. Et peut-être modestement pour ce qu'on peut faire en hors-site en matière de production immobilière. Qui est l'architecte et comment vous avez travaillé avec lui, comment vous avez défini votre cahier des charges pour lui dire, voilà, nous on veut faire une vitrine, oui. Et comment lui le traduit avec le bâtiment?
Alors, on a 2 cabinets d'architecture qui ont remporté un concours qu'on a lancé avec la ville de Toulouse et l'aménageur Opidea. Donc les cabinets sont Tezuka Architects, qui sont des Japonais, d'où l'idée du nom Niwa, qui signifie jardin intérieur, et Studio Montazami, qui est un cabinet d'architectes français. Donc ils se sont assemblés pour nous proposer une architecture sobre et en même temps très généreuse en volume. Il y a beaucoup de plateaux libres, donc on voit des très grandes surfaces. Là, vous voyez les 2 premiers niveaux d'accueil. Alors si on peut mettre une pause une seconde ici, donc là on est dans les niveaux d'accueil. On a énormément travaillé avec eux sur ces niveaux parce que c'est des niveaux qui sont communs à nous qui prenons le tiers du bâtiment. Les niveaux d'accueil présentent un tiers du bâtiment et le dernier tiers est pris par des entreprises en coworking. Donc ce sont des niveaux qui visent à être animés, qui visent à accueillir du public en soirée pour des événements. Donc ça par exemple, c'est un des bâtiments, c'est un lieu événementiel aussi. C'est un événementiel, des gradins sur lesquels on peut s'asseoir éventuellement. Tout à fait, ouais. Donc c'est un peu un bâtiment qui est ouvert sur la ville ou qu'il sera... Il est ouvert sur la ville, il est d'ailleurs ouvert sur un endroit qui s'appelle la Piste des Géants à Toulouse, qui est une des premières pistes de l'aviation postale à Toulouse. Donc c'est une piste qui est classée bâtie au Monument de France. Donc vous êtes en bord de piste avec les avions de l'aéropostale. Alors on qui est en bord, atterrissent. il n'y a plus d'avion, mais c'est effectivement une piste qui est classée à ce titre. Et elle va être en partie plantée, d'ailleurs en partie financée par nous, avec des arbres et des essences qui vont épouser la courbure de l'envol des avions. Donc on va avoir ça devant nous. Et c'est un quartier complet qui s'appelle Aerospace qui va être repris. Si on voit ici en fait des éléments d'innovation importants pour nous, en sous-face de plafond, là on voit nos planchers mixtes bois-béton qui sont fabriqués avec des forêts certifiées, qui pèsent 250 km², là où des planchers en béton pèsent 500, donc on a divisé par 2 le poids, et on a également divisé par plus de 2 le poids carbone de ces planchers. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander sur le poids carbone du bâtiment. Vous êtes, il y a un classement... On est RE 2025. RE 2025. Donc ça, c'est des calculs qu'on a fait a posteriori, parce qu'en réalité, les réglementations RE25 sont apparues après le dépôt de permis et même le lancement du chantier. Donc on a fait ces calculs à la livraison avec notre investisseur, parce que c'est un immeuble qu'on a vendu à Groupama. Et on a acté le fait qu'on avait 2 réglementations d'avance avec ce bâtiment-là, puisqu'on l'a déposé en RT. Et en fait, on a la RE25, notre bâtiment et réglementation RE25. La performance carbone, vous l'obtenez à la fois avec l'utilisation de matériaux biosourcés comme le bois, mais aussi en diminuant les masses de matériaux. Quand vous parliez tout à l'heure de poids, par exemple. On travaille beaucoup sur le poids carbone global. Le poids carbone à la construction, qui représente dans les bâtiments tertiaires entre 30 et 40% du carbone sur le cycle de vie. Donc là, on a évidemment le bois, le béton bas carbone, puisque tout ce qu'on peut faire en bois, on le fait en bois, mais il reste des endroits où on fait du béton, et c'est du béton bas carbone 100%. Et puis ensuite, on travaille sur les consommations énergétiques. Donc dans un bâtiment comme celui-ci, on a développé un système qui s'appelle le Smart Active System. On est raccordé au réseau de chaleur, on a notre propre unité de production de géothermie, et un système intégré intelligent, y compris avec de l'IA d'ailleurs, qui régule la production de chaud ou de froid, donc qui crée des inerties thermiques en chaud ou en froid dans les dalles, parce que ce sont des dalles actives qu'on a dans les planchers de bureau. Donc on crée l'inertie, on stocke le froid, on stocke le chaud la nuit, enfin c'est ces systèmes-là, qui ont l'air très simples à dire comme ça, qui sont en réalité très compliqués à maîtriser et à piloter. Au début, il faut un apprentissage au niveau du pilotage, j'imagine. Oui, ça s'est bien passé cet été, par exemple. Ça s'est très bien passé cet été. Il n'y a pas fait si chaud que ça à Toulouse cet été. Ouais, j'ai quelques journées. En fait, c'était assez erratique, ce qui est plus compliqué en réalité que plusieurs jours de chaleur successifs, ça se règle bien. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu des sauts de chaleur importants. Donc on voit bien là où vous allez. Il y a aussi du réemploi, je crois. On a beaucoup de réemploi, particulièrement dans tout ce qui est mobilier intérieur. On a fait un gros travail avec un studio de design qui s'appelle Site,
qui a fait tout un sourcing de matériaux pour aménager essentiellement les parties communes, mais aussi les parties privatives, avec des matériaux de réemploi. Donc ce sont les tables, ce sont les pieds de table qui se fait en étai, ce sont la structure métallique que vous voyez ici. Oui, on voit les pieds d'étai là, en blanc qui ont été repeints, des matériaux qui sont utilisés pour faire des pièges à son, etc., etc. Alors, on pourrait en parler pendant longtemps, mais malheureusement, on n'a pas toute l'après-midi. Je voulais que vous nous parliez de la façade. Alors, on n'a pas parlé encore de notre sujet, qui est le hors-site. Oui. On est en 2D, 3D, c'est ça, suivant les éléments. Alors, on est en 1D parfois pour certaines grandes poutres ou certains poteaux importants. On est aussi en 2D pour des éléments de façade, des éléments de plancher. En 3D pour des éléments techniques, notamment avec notre filiale Ossabois, on a développé des modules sanitaires en 3D qui se posent littéralement dans nos systèmes qui sont intégralement conçus en BIM. Et on a également développé en 3D des salles de réunion, qui sont des salles de réunion qu'on plug aussi dans les développements immobiliers. On fait de la 3D aussi par ailleurs dans du résidentiel. Ça nous arrive de faire des studios des 2 pieds, des 3 pieds. Il va y avoir un bâtiment à Paris bientôt du côté de la Défense, non ? Oui, à la Défense, il y a un bâtiment qui est en projet. On en a un dans le 13e aussi, avec des éléments 3D. Mais on a les 3 composantes, 1D, 2D, 3D, dans un bâtiment comme celui-ci. Du hors-site. Un dernier mot sur cette façade dont vous avez parlé tout à l'heure, qui intègre les éléments de ventilation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est ça complète le Smart Active System, qui est en fait à la fois un système technique de production de chaleur et de frais, et en même temps un système intelligent. Donc, dans les éléments techniques, on a donc ces fameuses dalles actives, atomes actives, qui sont des innovations maison avec la circulation des serpentins d'eau chaude ou froide. Et puis en complément, on a en façade des modules de traitement d'air qui sont hauts comme des bancs, donc en plus c'est filant le long des façades, donc ça permet un aménagement très agréable. Et donc dans ces bancs, on a à la fois le traitement d'air classique et en même temps des pompes à chaleur qui permettent de faire de la production renouvelable ponctuelle et d'ajuster ponctuellement le besoin de chaleur, de fraîcheur par rapport à une base de température qui est donnée par la dalle active. Tout ça semble complexe, mais c'est étonnant les 2 projets. On a un projet qui paraît très simple, mais c'est normal, on n'est pas à la même échelle et on n'est pas sur le même type de bâtiment. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que le bâtiment est occupé, on va dire ? Il est occupé depuis le mois de février à peu près, et il vit très bien. Nos collaborateurs sont ravis. Les 2 derniers niveaux qu'on voit ici c'est les équipes de coworking avec Now Coworking, et ça se remplit très vite. Le maire nous a dit que c'était le plus beau bâtiment tertiaire de Toulouse, donc on est très content de l'écouter et de l'affirmer. Mais c'est vrai, on pense humblement que c'est vrai, mais c'est normal. Mais en tout cas, il attire beaucoup de locataires, donc à la fois cette architecture et aussi ce socle-là qui est vraiment très intéressant. Les locataires qui vont intégrer le bâtiment de Boulogne-Billancourt, ils vous ont parlé du bâtiment, ils vous ont parlé de la terre ? Ils ne se sont pas encore installés là. Ça va commencer là en ce moment. Et le maire de Boulogne. On a hâte d'avoir leur retour. Et le retour de la mairie de Boulogne ? Ils sont très contents. Ils sont très contents et je pense que ce projet a intéressé beaucoup d'architectes, ça a fait pas mal parler. Du coup, ils sont forcément assez contents. Ouais. Voilà, c'est un bâtiment dont on parle. Vous avez aussi des certifications. Oui. On a NF Bâtiment, HQE, NF Bâtiment et puis biosourcé niveau 3. Ouais. Biosourcé niveau 3. Et vous, GA, vous avez l'habitude de prendre toutes les certifications. Là oui, en plus c'était l'idée aussi d'être un bâtiment manifeste, c'était de prouver qu'avec notre conception, on était capable d'atteindre toutes les certifications. Donc on s'en a mis beaucoup. Donc si on doit retenir RE 2025, E3C1, on a déjà pas mal, mais je peux... Donc on y arrive à la RE 25, il n'y a pas besoin de reculer à la RE l'échéance. 25. Non, moi au contraire, il faut aller plus vite. C'est ce qu'on entend ici un petit peu sur Batimat. Non. Donc, on y arrive. Et on a des prix aussi grâce à ça. Donc,
Bah, écoutez, merci. On aurait pu y passer toute l'après-midi. Hein. Quand même, le bâtiment de Boulogne donc, est en couverture du magazine 5 Façades. Et on retrouve dans le magazine hors site un article plus complet sur le bâtiment également de Deschêtes Architecture. Et puis, dans le magazine hors site, on trouve souvent des projets GA. Merci à vous, merci d'être venu de nous parler de votre retour d'expérience donc sur les bâtiments hors site et vraiment à des échelles très différentes avec des matériaux très différents et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup de cet échange. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos magazines partenaires, 5 Façades notamment et Woodsurfer. Merci à vous.